Janvier 2028, c'est la date à laquelle Sony va stopper la vente de jeux physiques sur PlayStation. Tout est calculé, ils veulent tuer la console de salon avant qu'elle ne les tue. Mais pour comprendre cette stratégie, il faut d'abord regarder les aspects économiques, techniques et culturels qui se jouent sous nos yeux. Aujourd'hui, je vous présente la mort inévitable des consoles de salon. Si vous n'aviez pas l'habitude d'acheter vos jeux en physique, cette annonce, vous pourriez vous dire que ça vous concerne pas. Mais détrompez-vous parce que les conséquences économiques sont gigantesques. Donc Sony veut arrêter la vente de jeux vidéo en physique. Mais alors pourquoi? Bon, réponse courte, pour faire plus de thunes. Produire des CD, leur boîte, les livrer et enfin les vendre dans des magasins, ça coûte cher. Donc arrêter les jeux physiques, ça fait économiser beaucoup d'argent. Mais ça n'est que la partie immergée de l'iceberg. En réalité, Sony veut le monopole sur la vente et la distribution des jeux PlayStation. C'est ça qui les intéresse. Tuer les jeux en physique, c'est excellent pour Sony parce que le seul et unique endroit où vous pourrez vous procurer vos jeux, c'est le PlayStation Store. Et qui dit monopole dit montée des prix. S'il n'y a plus de magasins concurrents pour vendre des jeux moins chers que Sony, alors ils pourront vendre leurs jeux aussi cher qu'ils veulent. Et si t'es pas content, eh bah merde, on est tellement désolé. Mais ça n'est pas tout, parce que tuer le jeu vidéo en physique, c'est aussi tuer le marché de l'occasion. Et c'est bien plus grave que ce que vous pensez. Prenons un exemple. Si vous achetez Elden Ring 9, à sa sortie, ça vous aurait coûté 60 €. Mais une fois que vous avez fini le jeu, vous pouvez le revendre d'occasion. À moitié prix, c'est pas déconnant. Une fois vendu, c'est comme si le jeu ne vous avait coûté que 30 €. Or, si vous aviez acheté le jeu en numérique, vous n'auriez pas pu le revendre. Il vous aurait donc coûté 2 fois plus cher. Ah, tout de suite, ça a pas la même gueule, hein. Mais le pire dans tout ça, c'est que même plusieurs années après sa sortie, le prix du jeu en numérique ne baisse pas. Vous êtes dépendant des promos de Sony, alors que actuellement la version physique d'Elden Ring sur PS5 peut se trouver à seulement 35 € neuf, mais il est toujours à 60 balles sur PlayStation Store. La fin des jeux en physique, c'est pas seulement ne plus pouvoir tenir un CD dans la main, c'est toute une économie qui est en jeu. Encore heureux, le numérique a des avantages, par exemple ne plus pouvoir perdre ou oublier ses jeux. Ouais non mais c'est à peu près tout hein. Ouais, le trade vaut clairement pas le coup. Mais sur PC, ça fait 15 ans que plus personne n'achète de jeux en physique et que les PC n'ont plus le lecteur CD d'ailleurs. À la place, tout le monde est sur Steam. Mais alors, comment ça se fait que ça ne fasse pas scandale? Qu'est-ce qu'il y a de fondamentalement différent entre Steam, qui a un monopole des jeux sur PC, et Sony sur Play? Eh bien, tout se joue au niveau de l'écosystème. Sur PC, tous les gros éditeurs ont leur propre launcher, que ce soit Ubisoft, EA, Epic, Riot, Activision et j'en passe. Et même si Steam a le monopole de la distribution des jeux hors gros éditeurs, ils n'ont pas le monopole sur la vente de ces jeux. Vous pouvez acheter des clés Steam moins chères sur d'autres sites, sans parler de l'Epic Game Store qui offre des jeux gratuits chaque semaine pour gratter des parts de marché. Et on a aussi le Xbox Game Pass disponible sur PC qui permet d'accéder à plein de jeux AAA pour seulement 13 € par mois. En fait, sur PC, vous avez le choix. Alors il est clairement pas parfait, hein, mais au moins, il existe. Et rien que le fait que cette concurrence existe, ça permet d'empêcher une envolée des prix sur Steam. En fait, l'arrêt de la vente des jeux en physique sur PlayStation, c'est un pas de plus vers une machine qui ressemble de moins en moins à une console, mais bien de plus en plus à un ordinateur. À l'origine, d'un point de vue matériel, un ordi et une console, c'est complètement différent. Si on prend l'exemple de la NES, si elle avait eu une architecture de PC, elle aurait été absolument incapable de faire tourner Super Mario Bros. Le jeu tournerait à 2 FPS, je vous promets. Regardez, les niveaux défilent de manière hyper fluide, les temps de chargement sont minuscules, c'est le prime du gaming en 85. Et tout ça alors que la console a une carte graphique stupide, seulement 2 kilooctets de mémoire, et pas de stockage interne. Mais alors, comment est-ce qu'ils font? Eh bien, ce sont les cartouches qui contiennent la mémoire nécessaire pour stocker le code source du jeu, mais aussi pour le faire tourner. C'est une super astuce pour éliminer les temps de chargement et pour réduire la quantité de RAM nécessaire dans la NES, ce qui permet de la vendre pour vraiment pas cher. Et pour les graphismes, à la place des pixels, la console travaille avec des objets graphiques, des sprites. En fait, au lieu de générer un rendu ligne par ligne de chaque frame, la NES ne s'occupe que du défilement des éléments les uns par rapport aux autres. Donc notamment l'arrière-plan du niveau par-dessus lequel on vient superposer d'autres sprites comme Mario, les monstres, etc. Et c'est ça qui explique que même 4 ans plus tard, le prime du gaming sur PC, ça ressemble à ça. Alors oui, les animations de Prince of Persia sont super cool, mais on est très loin du dynamisme du défilement de la NES. Et cette différence drastique d'architecture, elle existe parce que les PC de l'époque sont prévus pour être des machines de calcul généralistes, des outils de travail, pas de divertissement. Côté console, on s'en fiche de pouvoir faire tourner n'importe quelle application. Ce qui compte, c'est d'avoir une machine performante
et surtout pas cher. Et oui, si la Mega Drive de 89 se vendait à 500 $ si on ajuste de l'inflation, côté PC, une des machines les plus populaires à cette époque, c'est la Amiga 500 qui valait plus de 2000 $ d'aujourd'hui. Donc non seulement les jeux de l'époque sont bien plus avancés sur console, mais surtout la différence de prix est intankable. Sauf que voilà, si à l'époque la différence d'architecture est une nécessité pour performer, aujourd'hui ça devient une contrainte technique pour les développeurs. Parce que pour que les jeux soient disponibles sur toutes les plateformes, il faut les reprogrammer presque en entier à chaque fois. Mais les choses ont bien changé. Avec la baisse de prix de fabrication des puces et l'amélioration constante de celles-ci, ça n'est plus rentable pour les constructeurs de faire des architectures custom. En fait, depuis la Xbox One et la PS4, toutes les consoles non Nintendo ont une architecture de PC. Si on regarde la PS5 par exemple, sous le capot, on retrouve un processeur AMD Zen 2 de 8 cœurs et un GPU AMD RDNA 2 de 36 unités de calcul. C'est littéralement la version console d'un PC avec un Ryzen 7 3700X et une RX 6700. C'est une aubaine pour les développeurs, c'est tellement plus facile de faire du cross-platform qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des jeux en exclusivité de Microsoft ou Sony sont disponibles sur PC. Le but des exclus, ça n'est plus de rendre une console attractive, mais ça sert surtout à empêcher les compétiteurs d'y avoir accès. Et les joueurs PC, bon, ils peuvent l'avoir, hein. De toute façon, ils n'achètent jamais de console. Mais moi, ça me fait poser une question centrale. C'est quoi une console? Historiquement, une console, c'est une machine pas chère pour jouer. Une Mega Drive, ça sert à jouer à Sonic, une Nintendo 64, ça sert à jouer à Mario, une PS2 à GTA, une Xbox 360 à Halo. Mais maintenant que tous les jeux sont sur PC, à quoi ça sert une console? Je pose la question. J'ai le droit de poser la question. Et attendez, une Xbox, ce serait quand même pas un PC avec un OS basé sur Windows, mais qui permet pas de faire les trucs qu'on peut faire sur Windows? Non, je vous rassure, ils oseraient pas. Regardez, la Steam Machine, elle peut pas faire des trucs de PC. Ça reste Linux derrière, et donc voilà, de se balader dessus, et encore une fois... Si? Oh merde! Oh, c'est con ça! Enfin bref, effacez ce commentaire que vous alliez écrire, je vous promets que c'est pas mon but d'alimenter cette guerre débile PC versus console, parce que le PC en vrai c'est loin d'être une plateforme parfaite. Mais côté console de salon, avec la montée des prix, la fin des exclus et du support physique, je me demande sérieusement si elles valent encore le coup. Parce qu'à mes yeux, le dernier avantage qu'elle continue d'avoir, c'est la simplicité. Et oui, la simplicité de choisir sa machine, l'absence a priori de problèmes techniques, d'avoir des jeux déjà optimisés, ne pas avoir à modifier les paramètres graphiques. Le problème d'avoir un ordinateur, c'est qu'il faut savoir s'en servir. Vous vous souvenez de vos cours de techno au collège? Alors oui, il existe des expériences console-like sur PC à base de Steam Big Picture et d'optimisation dans l'app Nvidia, mais connaître ces options-là, c'est déjà être un nerd. Sauf que cette simplicité-là, elle a un coût en liberté notamment. Vous êtes bloqué dans l'écosystème que vous avez choisi et son propriétaire vous fait faire ce qu'il veut. Et notamment vous faire passer à la caisse, que ce soit avec des jeux parfois plus chers et avec un abonnement pour jouer en ligne. Mais alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter une console en Big 2026 ? Je vous ai préparé un petit G-sheet pour qu'on analyse tout ça. J'ai simulé l'achat d'une machine et 10 des jeux les plus vendus sur l'année 2025. Donc je suis parti sur une PS5 d'un côté qu'on peut retrouver aujourd'hui à 600 €, hein, ça pique. Et côté PC, je suis parti sur la config de la dernière vidéo d'Ixar qui peut être assemblée à seulement 700 €. Niveau performance, on est sur un Ryzen 5 5600 et une RX 6700 XT, ce qui devrait être à peu près aussi rapide, si ce n'est un peu plus que la PS5. Ensuite, je suis allé comparer le prix de base des 10 jeux sur Steam et sur le PlayStation Store, sans compter les réductions. Pour la Play, j'ai rajouté l'abonnement PSN le moins cher à 70 € par an, et comme la PS5 est vendue avec la DualSense, j'ai rajouté une manette de PC, la 8-bit Ultimate 2C qu'on peut retrouver à seulement 30 €. Et ce qu'on remarque, c'est que le PC est plus cher à l'achat de 130 €, mais que sur le long terme, à force de payer le PSN et d'acheter des jeux qui sont plus chers en moyenne, le PC se rentabilise en seulement 2 ans. Donc si vous hésitiez entre les deux plateformes pour une question d'argent, sachez que si vous pouvez vous permettre de tanker la différence de prix du départ, ça vaut clairement le coup d'être sur PC. Eh oui, être riche, c'est pas cher. Mais pour nuancer quand même, je sais que dans cette comparaison, on ne prend pas en compte le setup complet. Donc la télé d'un côté et écran clavier souris de l'autre. Elle ne prend pas en compte non plus le fait d'attendre pour des réductions sur les prix, etc. Mais voilà, l'idée reste la même. Peu importe la différence de prix initiale entre les deux plateformes, elle sera toujours compensée sur le long terme. Mais en réalité, la plus grande différence ne se situe pas dans les achats, mais dans la consommation des jeux vidéo. Let me cook. Sauf que les jeux que je vous ai montrés sont pas anodins. Ce sont les jeux les plus vendus sur l'année 2025. Or, ce ne sont pas du tout les jeux les plus joués. La plupart des jeux les plus joués aujourd'hui sont free-to-play. Fortnite, Rocket League, Valorant, Roblox. Et ça change tout. Parce que l'abonnement pour jouer en ligne ne s'applique pas au free-to-play. Et alors, ça devient possible de jouer
sur console, sans aucun frais, et à ce moment-là, elle devient absolument imbattable. Merde. Cette tendance à ne plus jouer qu'à des jeux free-to-play, elle s'explique avec un nom, un type de jeu révolutionnaire de ces 10 dernières années qu'on appelle les jeux services. Un jeu service, ça désigne tout jeu, souvent gratuit, qui a une durée de vie illimitée. Soit parce qu'on invente sa propre quête principale, soit parce qu'elle est organisée en parties qui se relancent à l'infini, soit parce qu'il est organisé en mini-jeux. Mais un jeu service, ça désigne aussi un modèle économique en particulier. Ils ne sont pas toujours free-to-play, mais ils font la majorité de leur chiffre d'affaires avec des microtransactions et des monnaies virtuelles. Et les plateformes adorent ça. Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo, elles prennent toutes 30% de commission sur les microtransactions qui passent par les jeux qu'elles hébergent. Et ces 30% là représentent tellement d'argent que la plupart des éditeurs de ces jeux ont leur propre launcher sur PC. L'Epic Game Launcher pour Fortnite, l'EA App pour FIFA et Apex Legends, Battle.net pour Call of Duty et Overwatch, OyoPlay pour Genshin Impact, sans parler du client Riot pour LoL, Valo et TFT, ni du géant Roblox qui n'a jamais été sur Steam. Le but, c'est de récupérer 100% des microtransactions de leurs jeux services sur PC. D'ailleurs, je vous avoue que j'aime pas trop moi ce terme de jeu service. En fait, je le trouve beaucoup trop large. Parce que selon cette définition, est-ce qu'on pourrait pas dire que TikTok c'est un jeu service ? TikTok, c'est une appli de divertissement qui a le scroll infini et des microtransactions qui s'effectuent avec des monnaies virtuelles. Ouais. Mais au moins ce terme, il a le mérite de décrire un usage. Un jeu service, c'est un jeu sur lequel on passe la majorité de son temps. Comme il a une durée de vie limitée, c'est un jeu sur lequel on passe souvent 200, 500, 1000, 2000 heures, voire plus. En fait, on y passe tellement de temps qu'il nous n'en reste plus pour jouer à d'autres jeux plus récents, plus gourmands, plus cher, sur lesquels ça ferait vraiment pas de mal d'upgrade sa machine. Et oui, si les RPG AAA sont souvent des benchmarks, à l'instar de Cyberpunk 2077, les jeux services le sont beaucoup moins. Et pour une raison simple, ils sont vieux. Mais vieux quoi. Ça les empêche absolument pas d'être des bons jeux d'ailleurs. Mais si on regarde la moyenne d'âge de tous les jeux que je vous ai cités, et qu'on exclut Call of et FIFA qui trichent en sortant le même jeu chaque année, les jeux services les plus populaires ont une moyenne d'âge de 10 ans. 10 ans. Il y a probablement des joueurs Fortnite actuellement qui n'étaient pas nés à sa sortie. Et rien que dire ça, c'est terrifiant. Moi, je me revois encore à faire mon meilleur floss dans la cour du collège à l'époque où on disait encore Fortnite Battle Royale. Hein. Enfin bref, les jeux les plus populaires sont vieux et hyper faciles à faire tourner, même sur du vieux matos. Et en fait, c'est leur business model. Plus le jeu est accessible, plus d'argent ça rapporte. Mais du coup, il n'y a plus de raison d'upgrade sa console à chaque génération. Surtout que les jeux services qui cartonnent, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Les succès récents de Marvel Rivals et Ark Raiders sont des exceptions à la règle. On ne compte plus le nombre de flops des éditeurs qui ont absolument essayé de faire leur propre jeu service. On se souvient tous de Concorde et sa durée de vie catastrophique et record de 14 jours, malgré les centaines de millions de dollars investis. Donc les jeux services qui dominent sont là pour rester. La plupart tournent suffisamment bien sur une PS4, et comme cette player base joue quasi exclusivement à un ou deux de ces jeux, ça ne leur donne peu, voire pas de raison d'upgrade vers une PS5 au moment de sa sortie. Et encore moins maintenant avec la montée des prix, et je suppose que ce sera exactement pareil avec la PS6. Mais alors, à quoi va ressembler la prochaine génération de consoles ? Si la PS6 c'est juste une PS5 en plus rapide, ça sera probablement un flop, non ? Eh bien, pour le savoir, à mon avis, il faut regarder un autre usage hyper populaire et qui a toujours été dominé par Nintendo, les consoles portables. Ça fait plus de 20 ans que Nintendo est le roi dans ce domaine. Game Boy, GBA, DS, 3DS, Switch 1 et 2, toutes leurs consoles portables ont été des grands succès. Il y a une vraie demande pour des machines de jeux portables, et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de modèles alternatifs sortir récemment, que ce soit le Steam Deck, le ROG Xbox Ally ou encore le Aintor, qui est une DS nouvelle génération. Et parmi elles, aucune ne supporte les jeux physiques. Un usage différent demande un produit complètement différent. Mais du côté de Sony, tout ce qu'on a, c'est le PlayStation Portal. Et ne vous faites pas avoir parce que c'est pas une console portable, c'est juste un lecteur à distance. Exactement comme le Wii U Gamepad à l'époque, le PlayStation Portal a besoin de la PS5 pour fonctionner. Sony est le constructeur le plus en retard sur ce segment. Même Lenovo, qui font des PC d'habitude, ont leur Legion Go 2. Alors on assiste peut-être à la troisième guerre des consoles. Il n'est plus question de Sony et Microsoft qui se battent pendant que Nintendo est tranquille dans leur coin. Maintenant, il faut compter Asus, Lenovo et Valve qui comptent bien avoir leur part du gâteau. On assiste à la mort inévitable des consoles de salon. Elles sont vouées à mourir car pour la base de joueurs traditionnels, un PC c'est plus rentable, plus polyvalent et a un plus grand catalogue de jeux. Tandis que pour la nouvelle vague de joueurs qui jouent majoritairement à un ou deux jeux services, upgrade sa machine,
Ça sert à rien. Parce que ces jeux ont une moyenne d'âge de 10 ans et sont hyper faciles à faire tourner. Arrêter les jeux en physique, c'est préparer le terrain à la nouvelle génération de consoles portables. Personne ne va acheter la PS6 si c'est une PS5 plus performante. Sony va tuer la console de salon avant qu'elle ne les tue. Sur ce, c'était Antonin et on se revoit bientôt dans l'auberge. Allez, ciao!